D'abord, Frédéric Marty, merci beaucoup d'être venu nous voir, nous revoir, ai-je appris. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, au CREDEG exactement, qui est une UMR à l'Université de Côte d'Azur. Merci à Vincent Giovannini, alors, qui n'a pas fait beaucoup de déplacements puisque c'est notre collègue de la maison. Et j'ai la chance de co-organiser ce séminaire. Il a accepté très spontanément. Donc, Vincent, tu es maître de conférence à l'UJM, au CERCRID, et tu vas aussi présenter tes recherches aujourd'hui qui sont issues de ta thèse. Hein, c'est ton sujet de thèse de doctorat. J'aimerais évidemment remercier Thierry Kirat, qui est un invité très spécial parce qu'il va bientôt nous rejoindre, ce qui réjouit l'ensemble de la communauté cercridienne. Pour l'instant, tu es directeur de recherche CNRS à l'IRISO, qui est une UMR à l'Université Paris-Dauphine, et très très bientôt, tu coordonneras avec moi le chantier droit critique et numérique, ce dont je te remercie. Alors, ce séminaire, c'est le premier d'une série de séminaires que nous souhaitons organiser avec Vincent Giovannini sur les données. Ce n'est pas le premier séminaire du chantier transversal, puisque plusieurs séminaires ont été organisés sur l'intelligence artificielle. Mais réfléchir sur l'intelligence artificielle et avoir une approche critique du numérique ne peut pas se faire sans une approche des données, sans une réflexion sur les données. Donc, le prochain séminaire aura lieu aux alentours du 13 mai, ça demande encore quelques précisions et ce séminaire sera consacré aux données et au secteur public. Alors, nous le savons, les données sont définies de différentes manières avec des approches un peu différentes selon les disciplines. Lato sensu, on pourrait dire que c'est tout élément d'information qui est en pleine explosion. Cette appétence que l'on a pour les données est en pleine explosion, évidemment, avec ce que l'on appelle données massives ou big data, et les possibilités de traitement qui constituent pour le moins une manne, si j'ose dire, pour les acteurs économiques qui voient dans les données et leur capacité à les traiter et à les prendre un pouvoir de marché important que l'on va examiner ensemble avec ce regard pluridisciplinaire. Alors, juste un focus un peu particulier par mon propre tropisme. L'Union européenne et in fine les États se sont engagés depuis vraiment 2020 dans une véritable politique de la donnée avec le Data Act, le Data Governance Act, qui ont pour objet le partage, la réutilisation, le contrôle, l'interopérabilité, la création d'infrastructures. Autant de sujets extrêmement importants, transformants sur la question des données, avec pour objectif vraiment très proche dans le temps, la création des espaces européens des données sur des sujets très différents. La santé, c'est le prochain chantier important, mais il va y avoir les données de mobilité, par exemple, et autres chantiers. Donc ce sujet-là, et vous l'avez compris, est au cœur de nos réflexions pour quelques mois à venir et aussi pour la rentrée 2024. Et donc, dès à présent, je laisse la parole à mes collègues qui nous feront une présentation et puis par la suite, nous aurons la chance de discuter tous ensemble à bâton rompu, si j'ose dire. Frédéric, je laisse peut-être la place. Je peux m'installer ici? Ok, tout simplement. Ouais, c'est un test de souplesse, ça fonctionne. Parfait. Écoutez, merci infiniment tout d'abord pour cette invitation. C'est un véritable plaisir que de revenir à Saint-Étienne, de rencontrer à nouveau Vincent. Je t'ai rencontré la dernière fois à Lyon pour une conférence, sans parler des interactions à Aix-en-Provence, et Thierry, de revenir au CERCRID. Alors, je vais présenter, à vrai dire, un texte sur l'IA et les données, mais avec un double tropisme. Un tropisme concurrentialiste, ce qui est normal par rapport à notre sujet du jour, et peut-être un tropisme sur un type d'IA bien particulier, qui est l'IA générative. Et donc, la question qui va être posée,
est une question de concurrence dans ce secteur de l'IA générative, avec une problématisation assez précise, qui est celle de savoir si on risque d'avoir dans ce domaine l'apparition de positions dominantes rapidement, et en filigrane, si les dominants d'aujourd'hui dans le secteur de l'économie des plateformes seront les dominants de demain dans le secteur de l'IA générative. Alors, pour aborder ce sujet, le plus simple est encore de partir d'une des nombreuses synthèses qui ont été publiées, des nombreux rapports, et parmi ces rapports, un des meilleurs, à mon sens, le plus clair, est un rapport qui a été publié par l'autorité portugaise de la concurrence en novembre 2023. Alors, je me suis permis de reprendre ici l'une des illustrations qu'avait produite l'autorité. Alors, je vous rassure, je ne vais pas commenter chaque item, sinon on finirait aux alentours de 17 heures. Mais c'est une sorte de cartographie des déterminants clés de l'avantage concurrentiel dans le secteur de l'IA générative. Et si on prend ces éléments clés dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut avoir deux narrations un peu différentes. En effet, on s'aperçoit tout d'abord qu'on a ce qu'on peut appeler, je vais utiliser l'anglais, ce que je ne devrais pas faire vu mon accent, mais ce n'est pas grave, l'incumbency advantage, c'est-à-dire les avantages qui sont reliés aux positions dominantes actuelles. Alors, avantages, on va y revenir à plusieurs reprises, ça peut être des avantages par rapport à l'accès à des capacités computationnelles, hardware en matière de processeurs, notamment de processeurs graphiques, mais aussi d'infrastructures cloud, avantages en matière d'accès aux données, des données qui ont de belles propriétés en matière de volume, de variété, de vitesse de renouvellement, de véracité, c'est-à-dire de possible croisement pour en faire de la curation. Et ensuite, avantage indubitable par rapport aux fonctions de production, la façon dont ces entreprises sont des, je reprends des termes de Yaziti Larani, des IEIA, m'excusez, factories, c'est-à-dire tout est centré sur la collecte de la donnée, le traitement de la donnée, la valorisation très très rapide de la donnée dans de nouveaux produits, et enfin, dernier avantage, et non des moindres, l'accès aux clients. On a accès à de nombreux utilisateurs. Alors, cette incumbency advantage, cette prime aux dominants d'aujourd'hui, se double spécifiquement dans le secteur de l'IA générative par une importance particulière qui est donnée, j'allais dire, aux infrastructures, au matériel. C'est tout d'abord des types de processeurs spécifiques, des processeurs graphiques, GPU ou des tensors du côté de Google, donc TPU. Et ces processeurs se caractérisent par leur coût et par leur très faible disponibilité. Il y a peu de producteurs, les performances sont différentes d'un producteur à l'autre, et on a un phénomène de file d'attente. En gros, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui se fait au bénéfice de l'offre, et donc vous n'êtes pas sûr d'être livré. Donc ça, on a ce problème, j'allais dire, de verrou, un bottleneck en amont sur le matériel, et on a aussi des phénomènes de dépendance verticale. Enfin, ces matériels sont accompagnés de langages de programmation qui font qu'il y a des phénomènes de verrouillage, de dépendance. Deuxième spécificité de l'IA générative par rapport à des algorithmes traditionnels, c'est qu'on est dans un domaine dans lequel veuillez m'excuser, l'utilisation des ressources est coûteuse. L'implémentation, si je puis utiliser ce terme, du logiciel représente un coût en matière computationnelle, un coût en matière financière. Et donc, dans certains cas, sauf edge computing, on est obligé, d'une certaine façon, de s'appuyer sur l'infrastructure. Enfin, dernier élément qui pourrait aller dans le sens d'une consolidation, c'est la donnée. C'est-à-dire il faut beaucoup de données pour entraîner les modèles de langage fondamentaux. Et donc là aussi, on peut avoir cet impact de la donnée pour l'entraînement. Pareil, impact de la donnée aussi pour
la mise en œuvre de ces logiciels, tout simplement parce qu'on rentre dans les input data. À partir de l'utilisation des données, on peut recalibrer le modèle, augmenter ses capacités productives, ainsi de suite. Bon, si je m'arrêtais à ce niveau-là, on pourrait immédiatement fermer le banc et passer la parole à Vincent, et j'aurais gagné 14 minutes de temps en disant les dominants de demain seront les dominants d'aujourd'hui, on n'en parle plus. En réalité, on a un deuxième narratif qui peut arriver à nos positions où on peut dire, mais attendez, il n'y a pas que des modèles de langage fondamentaux. On a aussi des modèles de langage dits à réglage fin, fine-tune, et ceux-là peuvent reposer sur des données qui sont des données beaucoup plus spécifiques, médicales, financières, juridiques, et ainsi de suite, et créer de la valeur. Donc, il peut exister une sorte de marché aval des modèles d'IA générative, dans lesquels ce n'est pas celui qui aura le plus de données qui gagnera, mais celui qui aura les meilleures données, les meilleurs algorithmes. Vous me direz, on ne va pas non plus rentrer par l'aval. Qui dit modèle fine-tuné suppose, d'une certaine façon, accès à des modèles de langage fondamentaux, à partir desquels ils sont entraînés. Bien là, si ces modèles de langage fondamentaux sont ouverts, il se pourrait qu'il y ait un déploiement de tels logiciels en aval, créant une concurrence. Et même si jamais on est très optimiste, on peut dire qu'on peut aussi entraîner des modèles de langage fondamentaux à partir de données ouvertes et dans une certaine mesure à partir de modèles d'IA, eux aussi ouverts. Donc, on pourrait dire on n'est pas obligé d'une certaine façon d'avoir ce narratif, excusez, du marché bloqué. Donc, au final, on a plusieurs éléments à noter. On a la présence de nouveaux entrants sur ce marché qui ne sont pas réellement les big tech, AI, Anthropy, ainsi de suite, qui peuvent être des concurrents de ces big tech, firmes habituelles, mais qui en réalité, au-delà d'être concurrents, sont souvent des co-compétiteurs d'une certaine façon, à la fois partenaires du domaine d'activité et concurrents sur d'autres. Cependant, cette secteur peut être compliquée par le fait qu'il y a une certaine intégration, une certaine dépendance entre ces acteurs et ces big tech. Il y a non pas une intégration verticale qui va se faire par moyen de fusion, acquisition, mais qui peut se faire par la voie de partenariats. Alors, ces partenariats sont comme des sortes d'intégration par contrat. Donc, la possibilité d'avoir certaines fonctions qui vont apparaître dans les services entre ces big tech, ou alors des relations d'utilisation de données de telle ou telle infrastructure. Et donc, en gros, on a une discussion possible sur des actifs. Alors, j'utilise le terme de quasi essentiel, surtout pas prendre le risque d'utiliser essentiel. Je risque de le faire dans un slide après, mais ils ne sont pas essentiels par rapport aux règles de concurrence, que sont les données, le cloud et ces outils de calcul. Donc, si on prend ce cadre-là, en réalité, on peut avoir différents niveaux de concurrence. On peut considérer tout d'abord un niveau horizontal amont, au niveau des modèles de langage, un niveau horizontal aval, au niveau des langages dits faisant l'objet d'un réglage fin, dédicacé à un certain usage, et après on a des enjeux verticaux. Et là, en matière d'enjeux verticaux, on en a pléthore entre les fabricants de processeurs et les opérateurs de cloud, entre les opérateurs de cloud et les développeurs de langages fondamentaux, entre les développeurs de langages fondamentaux et les développeurs de langages fine-tunés, si je puis m'exprimer ainsi, et avec des tendances d'intégration vers l'amont des uns, vers l'aval des autres, ou de contournement de tel ou tel
de tel ou tel verrou. Donc, une fois qu'on a dit ça, le risque qu'on est, c'est qu'on revienne à la situation qu'on a connue il y a quelques années, c'est-à-dire un verrouillage par intégration verticale des big tech. Et là, on a à peu près, à nouveau, je vais réutiliser le terme de narratif que je n'aime pas beaucoup, mais tant pis, c'est ma faute, un narratif qui est un peu celui de l'innovation. On va dire, écoutez, on est dans un domaine dans lequel on a une disruption, des petits entrants innovants avec de meilleurs algorithmes vont pouvoir disrupter de vieux dinosaures tels les Xerox, les IBM du siècle dernier, je ne vais pas dire les Microsoft, parce que là, ça se retournerait contre moi, expliquant d'une certaine façon que ces gens-là vont faire le travail que devraient faire les autorités de concurrence. Et en fin de compte, l'innovation va auto-réguler la concurrence. On peut dire, si on revient sur la question des données, en fin de compte, l'avantage lié aux données n'a jamais été absolu. Si on fait du multi-hébergement, nos données sont à différents endroits. Si on a des données qui sont commercialisées par des courtiers en données, des data brokers, on peut accéder à des données. On peut utiliser des données synthétiques. Et ensuite, bon, il n'y a pas que les données, c'est la performance des algorithmes. On peut faire des entrées efficaces sans données, qu'on peut faire Zoom, qu'on peut faire même Google, il y a de cela à peu près 25 ans, et ainsi de suite. En plus, dernier élément, on a un tas de remèdes antitrust et de règles extraordinaires qui ont été posées, qui vont dans le sens de la portabilité, de l'interopérabilité, même du partage de données dans certains cas. Et donc, en fin de compte, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout est en place et on n'a aucune raison de connaître la même tendance qu'on a connue il y a 10 ans. À côté de ça, bien, on sait très bien qu'il y a la possibilité de préemption, de forclusion anticoncurrentielle, d'effets de levier concurrentiels qui peuvent bloquer la concurrence. Et la question, c'est celle du contrôle des boulets, d'étranglement. Alors, je vois que le temps file et je vais aller assez vite. Hein. Donc là, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, il y a plein de boulets d'étranglement dans ce marché. Il y a plein d'actifs quasi essentiels. On a parlé des données, il y a même quelques données pour accéder, surtout des données de bonne qualité, qui ont fait l'objet d'une curation, des données qui soient aussi conformes à certaines règles, donc ça peut aussi aller sur le domaine des coûts de conformité, peut être asymétrique. On a des problèmes, je l'ai déjà dit, de processeurs. Alors, c'est vrai qu'on peut développer des modèles fine-tunés avec des processeurs tout à fait normaux, a priori, mais c'est simplement ces modèles aval et pas plus. C'est vrai qu'on peut utiliser des systèmes de type Edge, un peu comme on a sur des voitures électriques, je ne vais pas citer de marque, ce n'est pas la Dacia Spring que je vise, mais sur certaines voitures électriques, on a ce système de remise à jour périodique et non pas d'échange constant, mais quand même pas l'essentiel du développement. On a une dépendance par rapport aux services d'infonuagique, en fait, de cloud, avec tout le problème des contraintes aux stratégies multi-cloud, l'enquête sectorielle de l'autorité en juillet dernier, avec tous ces problèmes des grace fees, sortie des données du cloud, ainsi de suite. Après, on a aussi d'autres verrous qui sont un peu plus en aval, comme l'accès au marché. La base d'utilisateurs, l'intégration des services, ainsi de suite. Après, on y reviendra un peu plus tard. Il y a des problèmes de capacité technique et financière, mais j'en parlerai un peu plus en avant. Donc, les risques concurrentiels, je vais être très rapide là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je vois qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Nos risques concurrentiels, c'est un nouveau business as usual, même qu'on connaît. Des abus d'éviction, forclusion et effet de levier. Des abus d'exploitation, exiger des prix excessifs. On parlait des gas fees dans le cloud. On pourrait aussi parler d'extraction excessive de données dans d'autres domaines. Et après, alors ça, c'est pas du droit européen, c'est du droit français, mais utilisons-le, des phénomènes possibles d'abus, de dépendance économique. Après, on a un autre domaine dont je parlerai tout à l'heure, qui est celui
non pas du jeu sur les comportements, mais du jeu sur les structures et donc des phénomènes de consolidation, hein, d'acquisition. Alors, non pas tueuse, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais plutôt d'acquisition consolidante. Alors là, je vous passe un rapide tableau, mais je vous promets, je ne vais pas le commenter, parce que sinon, j'y passerai le reste du séminaire. C'est un peu cette combinaison entre abus d'éviction et abus d'exploitation dans le domaine de l'IA générative, avec à l'extrême droite du tableau notre bon vieux abus de position économique, qu'on pourrait toujours qualifier comme une sorte d'abus d'exploitation sous la menace d'un abus d'éviction. De compte, on peut le considérer comme un abus composite. Et cet abus de puissance économique, il est sur des questions d'accès au code, d'accès à l'information, ou par des standards, des normes, c'est-à-dire des questions qui peuvent faire dans un écosystème. Et ça peut faire partie des problèmes qu'on peut avoir dans ces domaines-là, c'est-à-dire par l'information qui sont utilisées assez facilement coincer l'utilisateur dans un domaine précis. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour aller rapidement sur, non pas le jeu sur le comportement, c'était le slide présenté très vite, mais les jeux de concentration, coopération, voire de dépendance. Alors, concentration, un cas à peu près chimiquement pur, qui est le cas du partenariat entre Microsoft et OpenAI. OpenAI est une application avec des changements assez fréquents de statut. Et à ce titre-là, le partenariat OpenAI-Microsoft n'est pas d'une concentration. Il n'y a pas de prise de part de Microsoft avec OpenAI, mais il y a une intégration des services, une influence sur le management, sur les décisions stratégiques de la firme, et ça nous connecte avec notre contrôle de concentration par rapport aux nouvelles formes de coopération interentreprises. Et par exemple, le Bundeskartellamt, qui a des règles de contrôle et de concentration qui sont plus larges que celles du droit européen, a eu à se pencher sur le cas de ce soutien. Deuxième point, on a ce problème d'exclusivité. Certaines applications ne soient disponibles que sur certaines plateformes. Donc, l'insertion de ChatGPT dans le copilote de Microsoft. Alors, on peut accéder à ChatGPT sans passer par copilote, mais pour certains services, ça peut être plus simple. On pourrait aussi, comment dirais-je, aborder les cas de partenariat dans lesquels, d'une certaine façon, il y a un accès par défaut à certaines infrastructures cloud ou à certains langages de programmation. Enfin, dernier point, mais je vais aller assez vite parce que je vois que le temps file, ces questions d'architecture ouverte, aussi binaire que ça. Donc, dans les questions qu'on pourrait se poser avant d'aller à ma conclusion, mais je vais simplement mentionner les trois questions. Tout d'abord, la question de l'essentialité. Il n'y a rien qui soit essentiel, mais tu vas peut-être me contredire, au titre des règles de la concurrence. Si je reprends mon petit brouillard illustré, je n'arrive pas à trouver la moindre raison. On est sur des actifs quasi critiques, verrouillants. C'est comme ça qu'on peut les faire. Deuxième point, des questions de fonctionnement des écosystèmes, avec la possibilité de verrouillage par les écosystèmes. De complémentarité, évidemment, mais aussi Troisième problème, l'arbitrage hyper classique, ex-ante versus avec le mérite réciproque, ex-ante, on peut prévenir en dommage, on peut ne pas pouvoir y remédier, et ex-ante, sur des secteurs turbulents, on risque de faire des erreurs.
Et donc, seconde, déjà dépassé mon temps de parole, il y a d'autres choses qui peuvent être posées. Je vous les livre un peu rapidement à la volée, mais j'ai l'impression que j'ai fait une intervention qui était un peu à la volée globalement. Premier problème, des effets de verrouillage. J'ai parlé tout à l'heure de données propriétaires qui étaient utiles pour les domaines fine-tunés, et ces données propriétaires sont souvent des données de la presse, des éditeurs scientifiques, des données de santé, des données de jurisprudence. Une fois qu'il y a des partenariats qui sont faits, ben, ces données sont déjà des biens d'une certaine façon, ne sont plus accessibles aux tiers. Donc, ce problème-là, c'est que les données ne sont pas pertinentes. Deuxième problème, c'est garbage in, garbage out. La question de la véracité des données, évidemment, et la performance entre guillemets, prédictive, la performance des réponses va dépendre de la qualité des données. Deuxième problème, des questions de protection des données personnelles, des questions de en effet, si on a des régulations symétriques qui s'appliquent à tous les acteurs, ben, les coûts de sécurité sont relativement moins pour les gros qu'ils ne sont pour les petits. Le règlement sur les marchés numériques, sur les services numériques, tout ça, pas le RGPD. Plusieurs éléments à prendre en considération, il y a aussi des effets systémiques sur l'information. Donc, accès à l'information, mais aussi risque pour certaines expertises médicales, juridiques, ainsi de suite. Les hallucinations par IA, qui sont tout un programme. Après, il y a tout le problème d'effets coordonnés entre l'utilisateur. Et là, on rentre sur la littérature, qui n'est pas de rapport très agréable pour l'instant parce que c'est très technique, qui est celui des ententes pariage génératives. C'est-à-dire comment, en interrogeant à tour de rôle des IA génératives, par les réponses qui sont faites sur un marché très étroit, on pourrait, par certains égards, avoir des réponses convergentes entre plusieurs acteurs. Donc voilà, en 23 minutes, donc je vous prie de m'excuser, les éléments essentiels pour ces problèmes de concurrence, qui sont au final disruption progrès. Je vous remercie. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais en ligne, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. C'est madame ou monsieur Chani. On n'entend donc pas la conférence. Professeur Chani, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Oui, désolé. Merci beaucoup. Je pensais qu'il était coupé, en fait. Pardon. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. On peut. Bon. Je laisse tout de suite la parole à Vincent Giovannini, puis s'en suivront des discussions avec Thierry Kirat, et puis on pourra poser les questions, toutes les questions que nous souhaitons à la fin, si vous voulez bien. Vincent, je te cède la parole. Merci beaucoup. Donc, permettez-moi juste au préalable de dire le plaisir que j'ai à être ici. Donc, là, Frédéric, et de retrouver également Thierry. Merci aux personnes qui sont présentes physiquement ou à distance et qui suivent notre premier séminaire dédié aux données. Alors, j'ai également grand plaisir à être ici pour la simple et bonne raison que je vais aujourd'hui vous présenter un sujet qui m'est cher, un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Là encore, pour la simple et bonne raison que cette présentation est issue de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en décembre 2022 à Aix-Marseille Université et qui depuis lors a été publiée aux éditions Brûlant. Alors cette thèse, son objectif, c'était de proposer une analyse du traitement juridique des big data ou données massives par ce droit de la concurrence qui est parfois un petit peu mystérieux pour les étudiants. Si on procède dans l'ordre, qu'est-ce au juste que les données massives? Alors, si on consulte les dictionnaires usuels, les définitions insistent sur le volume de ces données, mais aussi sur l'inadéquation des outils d'analyse traditionnels
et qui rendent ainsi nécessaire le recours à des algorithmes afin de les traiter tout simplement. Mais si on étudie ce phénomène un petit peu plus en détail, en réalité, on se rend compte que ce qui caractérise aussi ces données massives, outre leur quantité ou volume, pour reprendre ce dont parlait Frédéric tout à l'heure, ce qui va les caractériser, c'est aussi leur diversité tant dans leurs sources que dans leur nature, ou pour le dire autrement, leur variété. Volume, variété, mais il y a encore aussi la question de la rapidité avec laquelle elles sont traitées et analysées, c'est-à-dire la question de la vitesse. Et in fine, de ces trois premiers V, volume, variété, vitesse, les entreprises utilisatrices de ces données massives, elles peuvent finalement en tirer une valeur économique. Donc, moi, je n'ai pas retenu la véracité, je m'en explique pourquoi dans la thèse, ça pourra faire l'objet d'une question ultérieurement. Ce sont les 4 V que je retiens dans le cadre de cette thèse. Et c'est pourquoi, lorsque vous consultez un peu la littérature spécialisée, eh bien, très souvent, les spécialistes de l'informatique notamment font référence à ce phénomène en se basant sur ce slogan des 4 V, 5 V, qui dépend après le nombre que l'on retient de V en question. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles en sont les utilisations possibles? Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ces données massives, elles sont vecteurs d'opportunités. En effet, ces données massives, elles sont le gage de croissance économique, de productivité, de développement, mais aussi plus globalement d'une amélioration du bien-être des citoyens à travers la résolution de certains défis sociétaux plus globaux. Je pense par exemple à l'amélioration de la recherche scientifique ou encore l'amélioration des soins de santé. Cela étant, si ces données massives elles suscitent bien des espoirs, elles soulèvent également pas mal d'inquiétudes. En effet, alors certes, les prédictions, les prises de décision et les innovations d'une manière générale qui sont permises par ces données massives, elles constituent autant d'opportunités pour les entreprises qui sont en mesure de les accaparer en raison de leur caractère excluable, ou qui refusent de les partager, mais à l'inverse, on se rend compte que ça peut défavoriser les concurrents qui n'en disposent pas ou qui ne peuvent pas y accéder. Et ce, alors même que leur caractère, cette fois-ci non rival, plaide pour leur partage. Et en définitive, donc, la massification de ces données, ça peut perturber artificiellement la libre concurrence sur le marché. C'est pourquoi il m'a semblé légitime de s'intéresser au traitement concurrentiel qui pouvait leur être réservé. Et cela pose en filigrane une question peut-être plus large, à savoir quel est le rôle du droit de la concurrence vis-à-vis de ce phénomène. Alors, quand je parle ici de droit de la concurrence, je parle bien sûr ici de celui qui s'intéresse au marché. Et quel rôle pour ce droit de la concurrence en définitive à l'égard des deux manifestations de ce phénomène que je viens d'évoquer de manière assez fugace, à savoir d'un côté l'accaparement et de l'autre le partage de ces données massives. D'où les deux temps, en définitive, de notre démonstration aujourd'hui qui va osciller entre la sanction de l'accaparement de ces données massives par le droit de la concurrence et la stimulation du partage de ces données massives par ce même droit de la concurrence. Alors, en premier lieu, la sanction de l'accaparement. Est-ce que le droit de la concurrence peut sanctionner l'accaparement des données massives et le cas échéant, dans quelle mesure? Donc, pour le savoir, il m'a semblé naturel à l'époque d'appliquer à ces données massives la méthodologie bien particulière de ce droit de la concurrence qui, dans sa fonction de protection des marchés, n'intervient que lorsque ceux-ci sont affectés. Alors, cela suppose en réalité de caractériser un effet des pratiques sur le marché. Et avant cela, ce que l'on appelle le pouvoir de marché, qui est un préalable à l'examen des comportements. Alors, pour mémoire, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de ce jargon concurrentialiste, le pouvoir de marché, ça consiste, on considère qu'une entreprise détient un tel pouvoir lorsqu'elle est en mesure d'augmenter ses prix de manière rentable au-dessus du niveau concurrentiel et sans pour autant subir une pression concurrentielle effective et suffisante. Donc, en d'autres termes, il m'a semblé, dans le cadre de cette thèse, qu'il était nécessaire de déterminer, donc, d'un côté, si les données massives peuvent conférer un pouvoir de marché aux entreprises qui les utilisent, et d'autre part, si ces mêmes données massives pouvaient restreindre la concurrence sur le marché.
Alors, en ce qui concerne cette forme d'accaparement, d'une part, l'accaparement des données massives en tant que source de pouvoir du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour apprécier le plus précisément possible le pouvoir de marché d'une entreprise, la première étape consiste généralement à définir un marché de référence. Et donc, la démonstration m'a conduit, dans le cadre de cette thèse, à d'abord définir, voir s'il était possible de définir des marchés pertinents de données, puis à identifier les critères proprement dits d'évaluation du pouvoir de marché en lien avec ces données massives. Alors, en ce qui concerne la délimitation, excusez-moi, de marchés pertinents de données. Alors là encore, il faut revenir un tout petit peu sur ce à quoi sert le marché pertinent. Ce marché pertinent, il permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel va s'exercer la concurrence entre les entreprises. Et ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que ce marché pertinent, il a deux dimensions. Une dimension géographique et une dimension plus substantielle, à savoir le marché des produits ou de services. Et ce dernier marché de produits ou services, ça désigne en réalité le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou service spécifique. Et donc, très concrètement, cela suppose de déterminer quels sont les produits ou services en cause. Et à cet égard, pour reprendre un petit peu le fil de ma démonstration, en ce qui concerne les données, on rencontre une première difficulté ici. En effet, cette rencontre de l'offre et de la demande n'est pas toujours observable en la matière. Vous avez en effet certains cas où des licences de données vont être octroyées ou alors vendues, mais la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données, elles sont produites et consommées par les entreprises, mais dans le cadre d'une autre activité. On peut citer par exemple le cas du moteur de recherche de Google. Lorsqu'en tant qu'utilisateur, vous rentrez vos données de requête, ça va permettre d'améliorer sensiblement l'algorithme de recherche, mais pour autant, il n'y a pas de prix à proprement parler qui est ici, comment dirais-je, qui est ici payé. Donc, ça pose cette difficulté-là, on a cette première difficulté, mais si on la laisse un petit peu de côté, même si l'on fait fi de cette difficulté, vous en avez une autre qui se pose en réalité, car le marché pertinent, en réalité, ça obéit à une méthodologie bien précise. La méthode la plus courante pour déterminer un marché pertinent, un marché de produits ou services plus précisément, eh bien, ça va nécessiter de recourir à un critère qu'on appelle le critère de la substituabilité du côté de la demande. Et à partir de ce critère, on a développé certains tests tels que celui de l'élasticité croisée de la demande. Alors, l'idée, elle est plus ou moins simple, mais grosso modo, l'idée est la suivante. Est-ce qu'un consommateur, dans le cas où le produit, son prix va augmenter de manière durable, est-ce que celui-ci va se tourner vers un autre produit de substitution? Et là encore, on a pas mal de difficultés avec les données. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart du temps, les données sont fournies, sont données, c'est un peu rébarbatif de dire ainsi, mais elles sont fournies de manière gratuite, ce qui est un frein à l'utilisation de cette méthode en définitive. Mais fort heureusement, en droit de la concurrence, on a d'autres critères pour permettre de définir un marché tel que celui de la substituabilité du côté de l'offre. Pour le résumer de manière très simple, la substituabilité du côté de l'offre, ça va consister cette fois-ci à ne plus se focaliser sur le produit ou le service, mais à recentrer l'analyse sur le modèle économique des entreprises. Et appliqué à notre objet d'étude, c'est ce que je défends dans la thèse, ce critère, ça permettrait de mettre en avant les usages qui sont faits des données par les entreprises. Mais au-delà même de ce critère et des critères de substituabilité, ce que je pense avant toute chose, c'est qu'il faudrait que le potentiel d'innovation des données soit mieux pris en compte. Et si on le faisait, le cas échéant, il serait alors possible de définir de véritables marchés pertinents de données sur le modèle, par exemple, des marchés de l'innovation. Ces marchés de l'innovation, ils ont été élaborés notamment dans des affaires de concentration, DuPont, Bayer, Monsanto. Et en fait, ce qu'il faut savoir à propos de ces marchés de l'innovation, c'est que la Commission n'a pas délimité à proprement parler des marchés pertinents, des marchés de produits ou de services. En revanche, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a délimité des espaces d'innovation qui se trouvent à un stade
bien plus précoce, à savoir celui des efforts de recherche et de développement. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, la commission? Tout simplement parce qu'en la matière, dans certains secteurs, les efforts de recherche et de développement sont essentiels pour les marchés qui sont situés plus en aval. Alors ceci étant dit, une fois qu'on a pour un mal réussi à surmonter ces difficultés, le marché est délimité et on peut alors s'attarder à évaluer précisément quel est le pouvoir de l'entreprise sur celui-ci. En ce qui concerne l'évaluation du pouvoir de marché, proprement dite, cette étape n'est pas moins délicate que la précédente. En principe, d'une manière générale, vous avez un critère qui est celui des parts de marché, qui est un indicateur important pour savoir si une entreprise dispose ou pas d'un certain pouvoir sur celui-ci. Et elles sont même déterminantes, ces parts de marché, lorsque elles sont très importantes, notamment par rapport aux concurrents. Mais c'est un petit peu l'idée que tu évoquais tout à l'heure. Effectivement, une entreprise peut avoir des parts très importantes, être considérée comme un monopole, alors c'est pas un terme exact, mais être en situation de monopole effectivement sur un marché. Et le marché se trouvait très concentré par conséquent, mais la concurrence, elle peut toujours subsister à condition que ce marché soit contestable. Et à cet égard, l'innovation, par exemple, qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, est un facteur de changement. Mais là encore, ça implique que les nouveaux entrants puissent entrer sur ce marché. Ce qui pose la question en filigrane de l'importance des barrières à l'entrée, qui est l'un des critères d'évaluation du pouvoir de marché. Alors à cet égard, nous sommes d'avis qu'il faudrait davantage encore prendre en compte ce critère des barrières à l'entrée et en conséquence les caractéristiques des marchés numériques et des données, afin de cerner au mieux ce pouvoir de marché dans le domaine du numérique d'une manière assez large. Alors, parmi ces caractéristiques des marchés numériques, il en existe tout un tas, ça n'a pas vocation à l'exhaustivité, mais on pense en particulier aux effets de réseau. Ces effets de réseau, ils peuvent être directs ou indirects, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Simplement, les effets de réseau directs, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au cas dans lequel vous avez des utilisateurs qui vont retirer un certain bénéfice de l'utilisation d'un produit ou d'un service en fonction du groupe d'utilisateurs auquel ils appartiennent. Pour vous donner un exemple concret, si les utilisateurs du réseau social Facebook s'inscrivent sur celui-ci, c'est parce que tous leurs amis, entre guillemets, en sont également membres. Quant au second, les effets de réseau indirects, là encore j'irai vite, cette fois-ci, le bénéfice que retire un groupe d'utilisateurs va dépendre d'un autre groupe d'utilisateurs différent du leur. Un exemple pour reprendre là encore celui du réseau social Facebook, plus il y a finalement d'utilisateurs sur ce réseau social, plus les annonceurs publicitaires sont tentés d'y investir afin de les atteindre. Donc voilà pour ces critères, voilà d'une manière assez rapide pour l'évaluation du pouvoir de marché. Et une fois qu'on est parvenu à identifier, là encore, bon an, mal an, si une entreprise détient, du fait de ses données et d'autres critères, un pouvoir de marché, l'étape suivante va consister cette fois-ci à s'interroger sur l'existence ou non d'une restriction de concurrence. Alors d'autre part, l'accaparement des données massives, source de restriction de concurrence. Alors ici, il convient, suivant une distinction assez classique, de traiter d'abord du contrôle des structures, puis du contrôle des comportements. Alors j'irai assez vite et d'une manière générale, je tiens à m'excuser parce que ces derniers temps, je suis davantage calibré pour un exercice de 30 minutes, mais je promets de ne pas aller jusque-là. Mais pour commencer avec le contrôle de la structure des marchés, qui correspond en réalité à ce qu'on appelle le contrôle des concentrations, c'est-à-dire l'acte par lequel vous avez une autorité de concurrence qui va examiner le rapprochement de deux ou plusieurs entreprises. Il y a ici deux points qui doivent être mis en avant. Le premier concerne la compétence des autorités de concurrence. L'autre point concerne la compatibilité matérielle de ces opérations lorsqu'il est question de données. Alors, en ce qui concerne la question de la compétence des autorités de concurrence, ces opérations, la plupart du temps, elles sont soumises à un contrôle a priori, c'est-à-dire à une autorisation préalable, mais dès lors qu'elles dépassent certains seuils qui sont assis sur le chiffre d'affaires.
Hélas, en ce qui concerne l'acquisition de petites startups innovantes qui ont accès à certaines données assez rares, et il arrive que ces opérations-là ne déclenchent pas ces seuils de chiffre d'affaires. Et cela a suscité de vives inquiétudes de la part des autorités de concurrence qui craignent en effet que l'acquéreur n'élimine un concurrent et son produit ou service, ou alors, à l'inverse, ne l'intègre au sein de son écosystème. Et c'est ce qu'évoquait là encore Frédéric tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle respectivement les acquisitions tueuses ou consolidantes. Alors moi, en matière de données, je suis effectivement d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi, sur le fait qu'il s'agit davantage d'acquisitions consolidantes que d'acquisitions tueuses. Pour autant, est-ce que cela est véritablement problématique? Alors ça peut l'être, mais moi je considère que d'une manière générale, nous avons à disposition certains mécanismes correctifs qui permettent, lorsque cela est nécessaire, eh bien, de contrôler des opérations qui pourraient être problématiques du point de vue de la concurrence. Je pense par exemple au fameux article 22 du règlement sur les concentrations qui fait l'objet d'une brûlante actualité et l'actualité nous le montre en réalité, ces mécanismes correctifs d'une manière générale, ils permettent d'examiner ces opérations qui passent sous les radars, mais qui peuvent s'avérer problématiques. Donc il ne me semble pas pour cette raison, y compris, nécessaire d'introduire de nouveaux seuils, tels que celui sur la valeur de la transaction, qui a été adopté en Allemagne ou en Autriche, ni encore de généraliser certains contrôles qu'on appelle des contrôles ex post. J'irai vite, parce que je vois que le temps s'écoule rapidement, beaucoup trop de choses à dire pour trop peu de temps. En ce qui concerne la compatibilité matérielle de ces opérations, vous avez en principe une classification traditionnelle en opérations horizontales, verticales ou encore conglomérales. Et chacun de ces types d'opérations pose des problématiques de concurrence différentes. Par exemple, les concentrations horizontales, l'on considère généralement qu'elles accroissent les barrières à l'entrée, donc le pouvoir de marché. Les secondes, les opérations verticales, il y a un risque de verrouillage des intrants ou de la clientèle. Et pour les dernières, celles qui sont dites conglomérales, eh bien, le risque, c'est celui d'une vente groupée et ou liée. Eh bien, à mon avis, cette classification traditionnelle, elle est ici insuffisante. Elle est insuffisante, mais néanmoins, je pense qu'il est possible d'adapter l'analyse concurrentielle aux spécificités de ces opérations et en particulier aux données. Pour vous donner un exemple, je pense qu'il est tout à fait possible de prendre en considération au sein de l'analyse concurrentielle de la protection des données personnelles, mais tout de même avec un garde-fou ici, à savoir qu'il faut tout de même que cette protection des données personnelles constitue un paramètre de concurrence. Pourquoi? Parce que, à mon avis, le droit de la concurrence, il n'a pas vocation à pallier les insuffisances de ce droit fondamental. Donc, on peut le faire, mais à certaines conditions. Ce qui me conduit ensuite, donc ça peut nuire à la structure des marchés, ces opérations, mais les entreprises, elles peuvent également adopter certains comportements qui, là encore, peuvent nuire au marché. Donc, ce qui me conduit à évoquer rapidement le contrôle des comportements. Ces comportements, ils peuvent être soit coordonnés, soit unilatéraux, et ça correspond en définitive à notre droit des pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire au droit des ententes et à l'abus de position dominante. Et ce dernier droit, lui aussi, il est plutôt mis à mal par ces données massives. Pour maintenir au seul droit de l'abus de position dominante, la caractérisation de l'abus, par exemple, qui conditionne l'intervention des autorités répressives en la matière, car la position dominante seule n'est pas sanctionnée, eh bien, elle m'apparaît délicate. Elle m'apparaît délicate, pour reprendre la dichotomie dont je parlais tout à l'heure, si on commence avec les abus dits d'exploitation, par lesquels une entreprise dominante, pour le dire simplement, va profiter des consommateurs. Eh bien, cette notion, elle a suscité un certain regain d'intérêt, en particulier dans le secteur du numérique, mais je considère qu'elle n'est pas satisfaisante en l'état, en raison de son manque de prévisibilité. En effet, je prendrai seulement un exemple ici, mais il peut être tentant, à première vue, d'assimiler l'exploitation de nos données lorsqu'on utilise un service en ligne à ce que disait là encore Frédéric tout à l'heure, un prix excessif. Mais là, tu pourras me contredire ou pas,
après plusieurs lectures, je me suis rendu compte qu'en réalité, tant les économistes que les juristes avaient bien du mal à déterminer ce qu'est cette notion de prix excessif. Et donc, pour ma part, je considère dès lors qu'il faut laisser cette notion de côté, mais on a aussi l'exemple, toujours dans l'abus d'exploitation, de ce que l'on appelle les conditions de transaction inéquitables. Ce type d'abus a fait un peu défrayer la chronique avec l'affaire Meta, l'affaire Facebook. Et le risque que j'y vois avec l'usage de cette notion, c'est un risque d'instrumentalisation. Pour vous donner un ordre d'idée, dans cette affaire, au tout départ, vous avez l'autorité allemande de concurrence qui s'est prononcée sur une violation des règles de concurrence. Et à cet égard, cette autorité elle a considéré que le préjudice qui avait été subi par les utilisateurs consistait en une perte de contrôle sur leurs données personnelles qui, in fine, constituait une violation de leur droit constitutionnel à l'autodétermination informationnelle. Alors, la gravité de ce préjudice, je ne la remets nullement en question. Mais en revanche, où est le préjudice concurrentiel ici? Et à mon sens, c'est ici, c'est un petit peu l'idée force ici, il faut que le critère d'application du droit de la concurrence demeure celui d'une atteinte à la concurrence. Et donc, c'est pourquoi, d'une manière générale, je pense que l'abus d'exploitation n'est pas taillé pour appréhender ces pratiques liées aux données. Je trouve que les abus d'exclusion sont peut-être plus pertinents en la matière. Ils ont démontré toute leur plasticité et leur capacité à s'adapter à certaines pratiques liées aux données. Je pense par exemple, dans le cadre de certains monopoles naturels, oui, je pense à l'utilisation croisée des données, par exemple, ou encore au refus d'accès discriminatoire à certaines données. Donc, je considère que l'abus d'exclusion qui permet à une entreprise dominante d'exclure des concurrents ou alors leur empêcher d'accéder à ces marchés est bien mieux taillé pour réguler ces pratiques abusives sur les marchés. Alors, malheureusement, ça fait déjà 23 minutes que je vous parle. J'aurais aimé aborder avec vous la deuxième partie de ce qui fut la deuxième partie de ma thèse, dans le cadre de laquelle j'ai tâché d'envisager la chose suivante, savoir si ce droit de la concurrence, ce droit des marchés, pouvait jouer un rôle autre que celui de simple gardien des marchés, et jouer un rôle un peu plus proactif en stimulant notamment le partage des données massives. Donc, je ne parle pas davantage, cela pourra faire l'objet de questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Mais on va revenir sur toutes les questions que vous avez posées et sur lesquelles vous n'avez pas eu le temps de discuter parce que c'est extrêmement important et intéressant. Ce sera l'objet d'un échange. Je laisse la parole tout de suite à Thierry Kirach qui pourra rebondir et prendre le rôle de discutant. Et puis ensuite, on engagera une discussion ensemble dans la salle. Et puis, évidemment, pour les personnes qui sont à distance, elles pourront évidemment poser les questions ou faire toutes les remarques qu'elles souhaitent. Thierry, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nina. Merci à la fin pour leur communication en temps contrôlé, mais avec une densité et une richesse tout à fait remarquable. Je trouve que les deux interventions sont tout à fait complémentaires. Vincent, c'est intéressant. À la performance, en quelque sorte, enfin, faisant un test de pertinence, en quelque sorte, pour la concurrence, pour faire face à au premier problème qui est la carte des données, et puis ensuite la promotion de ce partage. Et Frédéric nous dresse un portrait tout à fait fin, finement tuné de ces actifs et de caractère social. Donc, il y a des interventions tout à fait complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, évidemment, c'est pas discutant. J'ai essayé de lancer quelques pistes pour la discussion. Je trouve qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont soulevés dans les deux discussions, qui sont à la fois majeurs, bien sûr, mais bien sûr complexes. Donc, on a effectivement une industrie qui pose des enjeux techniques
économique spécifique. Bon, ça, on comprend bien la reconnaissance du caractère biface ou multiface du marché, c'est un problème nouveau soumis à l'autorité de France. Donc, il y a des questions d'adaptation du droit aux nouvelles technologies, enfin, qui se posent de manière complexe. Donc, merci. Alors, je vais essayer de finir. Il y a quelques points que je voudrais. Et le premier, c'est celui des outils disponibles pour faire face effectivement à ces positions dominantes dans l'industrie de la donnée, sur les marchés concurrence, oui, bien sûr, mais aussi il y a d'autres questions qui se posent de la régulation. Je vais évoquer ce point. Le deuxième point, je pense revenir sur cette question majeure qui est des partenariats, des contrats, la quasi-organisation par contrat, web, firme, des tech 2.0, que nous entrons dans le cas général. Je voudrais développer un point de vue comparatif. Sur le premier point, donc, on parle des cas actuellement traités aux États-Unis, donc par les acteurs générales d'État, d'abord l'Ohio, puis le fédéral, contre Google. Ce qui est remarquable, c'est que dans les arguments des attorneys généraux, dans les actions introduites contre Google, on a sur une industrie nouvelle, sur une nouvelle technologie, des concepts qui viennent de la jurisprudence constitutionnelle de la fin du 19e et du 20e, celui de commune carrière, de transporteur universel, celui de public utility. Donc, ce sont des très vieux concepts qui sont reconvoqués pour essayer de contrôler Google. Donc, le commune carrière, ça vient du chemin de fer, hein, donc transporteur universel qui doit faire des discriminations tarifaires, notamment pour le transport de passagers, le transport de fret, surtout dans un cadre fédéral. Et donc, considérant que ce qui est transporté dans l'industrie numérique, c'est de l'information de la donnée, le commune carrière peut être réactualisé pour essayer de contrôler le marché de bon, l'impact sociétal est tellement important que ça serait justifié de qualifier. Et l'objectif, en fait, visé dans ces cas contre Google aux États-Unis, c'est de réduire leur puissance de marché, c'est d'empêcher l'inclusion du marché numérique et de la donnée, et qui sont grosso modo les mêmes objectifs que sur la concurrence. Alors ça, c'est pas ma question, c'est le droit de la concurrence, oui, mais dans un cas comparé, quels autres outils, enfin, une régulation donc, c'est un sujet qui commence à monter. Hein. C'est Frédéric et qui soutient qu'en fait, les approches en silo, donc ça, c'est une bonne concurrence, on regarde les enjeux concurrentiels, ça, c'est pour la régulation, on regarde les enjeux de régulation. En fait, il faut sortir de cette approche en silo pour se focaliser sur les outils, voilà, juridiques, institutionnels utilisés pour le contrôleur d'accès. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Deuxième point, je rebondis sur un point de Vincent, donc les comportements. Bon. Si on était un peu superficiel, on pourrait se dire Google, point de départ, à évincer Yahoo.
mais Google n'était pas dans le moteur de recherche. Il n'y avait pas une supériorité, un effet de réseau. Les deux entreprises sont entrées dans le même moment dans l'industrie du numérique, enfin des moteurs de recherche sur Internet. Donc Google était plus efficace avant de développer ses fonctions. Et ayant déstabilisé la position de Yahoo, Google a remporté le marché et a consolidé sa position avec. Mais au départ, il y avait un enjeu, il y avait de la concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à une déstabilisation du web, des firmes web 2.0 par nous entrants tout à l'heure dans l'IA générative? C'est un peu ce que soutient l'International Center for Law and Economics, donc qui ont fait des réponses à la législation européenne, pour soutenir que intervenir trop lourdement en termes concurrentiels sur le marché risquait de bloquer cette dynamique de nouveaux entrants, donc de contestation des positions établies par l'e-commerce dans l'IA générative. Mais on voit bien que cette conception-là a des limites. Frédéric l'a bien montré. Donc, il y a une exclusion de partenariat avec ces nouveaux entrants, Microsoft, OpenAI, etc. Et les entrants ont besoin de l'infrastructure, le cloud, les capacités computationnelles, les foundation models, c'est des choses comme ça. Donc ces nouveaux entrants, ils sont en train d'être un peu neutralisés d'une certaine manière. Alors, on va vers c'est la question. On est sur des acquisitions, des quasi-acquisitions consolidantes. Mais est-ce que ces acquisitions consolidantes, en termes perspectifs, est-ce qu'elles ne sont pas le préalable, en quelque sorte, à des futures acquisitions tueuses? Voilà, c'est un peu de question de perspective que j'ai. Troisième point, un peu de comparatif. Donc, nous rencontrés lors des colloques des collègues américains, lors des colloques sur la data, sont très admiratifs de l'Europe. Peut-être très performant, le DSA, le DMA, d'ailleurs le RPD au point de départ, l'IAT, le Data Governance Act, etc. Mais en même temps, aux États-Unis, on voit la tête des autorités chef de la concurrence ou proche de la Maison-Blanche, des gens comme Lina Khan, par Biden à la tête de l'FTC, un membre, enfin l'attorney oui, qui est à l'Antitrust Division du département de justice. Donc, c'est des gens qui ont décidé de prendre des idées à la base, actualisées. Et Khan était parti dans cette thèse sur comment réguler les tech. Donc, on a des positions qui sont très critiques dans comment dire, pour ne pas avoir se pérenniser des positions interdominantes dans le marché. Alors, entre les États-Unis, où on a une sensibilité très rendésienne, et l'Europe, où on passe par un arsenal législatif tout à fait important, qu'est-ce qui, au point comparatif, vous paraît le plus apparent dans les approches de chez nous? Voilà, c'est une question très, très générale.
Hello. Merci à tous les deux. Merci à Gunnar pour l'invitation. La parole est libre, hein. Il n'y a pas de enfin, je ne crois pas qu'il y ait de préséance, il faut pouvoir discuter librement. On prend de question par question, on réagit tous les deux. Que tu préfères. Oh, on peut faire comme ça, Ouais. peut-être. Allez, peut-être un premier point qui était celui de la résurrection, non pas des âmes, mais des vieux concepts américains du common carrier et de la public utility. Alors, on peut dire, oui, le règlement sur le marché numérique, c'est de la régulation. Ça intervient ex ante, ainsi de suite. Cependant, entre faire jouer des règles qui sont basées sur des logiques de concurrence ex ante et régulées, j'y verrais peut-être une petite différence. Elle tiendrait peut-être à deux points. Le premier point, pour moi, la régulation a une finalité qui est bien plus large que la concurrence. Tu en as parlé tout à l'heure avec les données. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'il y ait un lien avec les questions de concurrence. C'est ça. En concurrence, ben, je vais être un peu basique, hein, mais on défend. Et histoire du Oui, non biaisé. On défend voilà, une free and fair competition, c'est-à-dire une concurrence libre et non biaisée, une concurrence par les mérites. Donc, ce n'est pas le bien-être du consommateur. Donc, je te laisserai défendre ce point de vue. Mais il y a vraiment cette question d'accès au marché sans distorsion. À régulation, on a des objectifs qui sont bien plus larges, qui couvrent un spectre qui est plus large, qui peut être redistributif, qui peut avoir accès à d'autres éléments de politique publique qu'on veut défendre. Et je pense qu'il y a cet élément-là. Deuxième point, ce point Thierry, quand il a pris travail de Letra Bietti sur le lien antitrust, regulation, et ainsi de suite, lorsqu'elle disait qu'il fallait sortir du marché. Bien, quelque part, c'est aussi une question qu'on s'est posée en concurrence, qu'on soit en économie ou en droit, mais on commence par quitter le marché. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure d'échange, de prix, on va raisonner en termes de marché. Peut-être qu'en politique de régulation, on fait peut-être la plus vieille économie industrielle qu'on doit raisonner. Et donc, ça suppose, d'une certaine façon, un prix qui est différent de celui du marché. Je te laisse la parole sur ces éléments-là. Dans l'ensemble, je suis entièrement d'accord. Effectivement, donc, on voit tout à fait qu'il y a une certaine résurgence d'anciens concepts et on le voit qui sont tout à fait avec une certaine adaptabilité tout de même, mais qui sont tout à fait applicables à des phénomènes très récents. Donc, common carrière, etc. Je pense même à la théorie des facilités essentielles, qui n'a pas eu le succès escompté, qui n'a pas eu le même succès aux États-Unis, chez nous. Mais c'est vrai qu'au départ, la théorie des facilités essentielles, c'est de la régulation. Donc, oui, des deux côtés de l'Atlantique, moi, j'y vois une certaine convergence. J'y vois une certaine convergence. C'est vrai que pour caricaturer, à la base, on nous explique un petit peu que aux États-Unis, c'est un petit peu le laisser-faire, que voilà, il faut laisser le marché fonctionner de lui-même. Tandis que nous, Européens, c'est vrai que nous avons plutôt une tendance un peu plus interventionniste. Nous croyons un peu moins dans les vertus du marché à s'autoréguler. Mais effectivement, là, je trouve que ces dernières années, il y a une convergence. Il y a une convergence avec, effectivement, l'INACAN, l'avocat général Voltaire. Effectivement, on voit qu'il y a une convergence, à tout le moins idéologique, peut-être. Peut-être pas exactement les mêmes outils, mais effectivement, la finalité que l'on cherche à atteindre est peu ou prou la même. Pour en revenir aux objectifs de la concurrence, effectivement, en droit européen, on dit que l'objectif, c'est la préservation du marché. Effectivement, on s'intéresse un petit peu moins, ou du moins plus indirectement aux consommateurs, alors que vraiment aux États-Unis, le bien-être des consommateurs, c'est l'objectif ultime. Mais on voit quand même que dans des jurisprudences récentes, on a le bien-être du consommateur, voilà, exactement, qui montre qu'il est bien présent et qui gagne du poids. Et est-ce que pour autant, véritablement, est-ce que même en ayant une conception, on va dire, un peu classique du droit de la concurrence, ou vraiment ce qui intéresse
c'est la préservation du marché. Si on veut faire autre chose, on n'a qu'à se servir de la régulation, par exemple, pour protéger les données, pour d'autres finalités. Pour ma part, enfin, il y a certains auteurs qui sont favorables à d'autres objectifs, qui seraient plus holistiques, tels que l'équité, la loyauté, etc. Donc après, est-ce que ce sont des bons critères de bonne finalité? C'est autre chose. Mais on voit que la seule question du marché stricto sensu n'est plus la seule préoccupation en Europe. J'ai une petite question, mais alors vraiment béotienne, parce que moi je ne suis pas une concurrentialiste, mais je me suis intéressée à la question en tant qu'européaniste. Forcément, le marché, ça parle aux européanistes. On a souvent coutume de dire que, effectivement, en droit de l'Union européenne, l'objectif, c'est pas la concurrence résultat, parce qu'il y a des exemptions, parce que l'interprétation de la Cour de justice, par exemple, va chercher autre chose, parce que quand il s'est agi de services publics et de l'ouverture des services publics à la concurrence, on a pris en compte aussi la spécificité de l'intérêt général. Et donc, cette capacité de passer de la concurrence à tout prix à une autre forme d'intervention sur le marché de régulation, je trouve que la frontière, elle n'est peut-être pas aussi nette que ça. Bon, je peux me tromper, et c'est ce qu'on peut retrouver en substance aussi dans l'évolution des réglementations en matière de numérique, où on essaye de capter autre chose que les règles du marché. Absolument. Tout à fait d'accord. Et du coup, ça m'amène à. C'est en lien aussi avec ce que vient de dire Mouna. Effectivement, c'est ce que tu disais, les nouveaux instruments qui paraissent, en fait, ce maquis réglementaire là, un petit peu naissant, on a du mal un petit peu à savoir ce dont il s'agit vraiment. Est-ce que c'est de la régulation? Est-ce que c'est du droit de la concurrence? Est-ce que c'est autre chose? Moi, à mon sens, c'est également une catégorie un peu sui generis. Et c'est pourquoi dans la thèse, par exemple, en ce qui concerne la régulation des données, on a quand même ce sont des instruments qui visent à réguler certains aspects liés aux données. Donc, ce sont des textes sur les données. Et on voit qu'il y a une coloration concurrentielle. Par exemple, je pense au Data Act, je pense au DMA, et c'est pourquoi dans la thèse, je parle d'instruments para-concurrentiels. Un moyen de poursuivre la mission du droit de la concurrence, mais autrement. Ça, je te suis. Tiens, moi, je me permets de rebondir sur ce point-là. Quand on prend le règlement sur le marché numérique, critère un peu bête, serait-ce que le site de DG Concurrence, ça n'apparaît pas dans le titre. Ça apparaît dans un couloir spécifique, au même titre que le règlement sur les subventions étrangères. Et d'une certaine façon, on revient à une sorte de dialogue qui était celui qui était prévu par le traité originellement, le dialogue entre la concurrence et le marché, qui revient après l'éclipse, d'une certaine façon, du marché intérieur. C'est assez clair dans le DMA. De toute façon, le DMA, pour revenir à celui-ci, les deux objectifs DMA, tu l'as cité tout à l'heure, c'est la contestabilité et c'est la fairness. Alors, la fairness, on peut la définir comme équité, on peut la définir comme loyauté. Tu citais le terme de loyauté tout à l'heure. C'est différent du DMA. C'est deux objectifs qui sont différents. Alors, je vais me permettre sur ta question, parce que tu l'as abordé sur les néo-brandésianismes américains. Alors là aussi, il faudrait, mais ça c'est une question théorique en elle-même, faire le lien entre le New Brandis et l'antitrust à lui-même. C'est-à-dire, d'une certaine façon, Brandis originel, modèle année 1910, c'est cette idée de déconcentration. C'est-à-dire la puissance du marché, la concentration économique est inefficace en elle-même ou porteuse de problèmes concurrentiels en soi-même. Ça fait écho à l'article de Wayne en 2019 de la Columbia Review, The Separation of Platform and Commerce. Donc là, ça va plus vers des remèdes structurels, démantèlement, mise en œuvre d'un possible principe de spécialité, on peut utiliser ce terme-là, mais en fait, d'interdiction de diversification. Et à côté de ça, on a des arguments que tu citais au début, sur des arguments en faveur de la régulation. Et la régulation, c'est pas Brandis.
historiquement. C'est pas ce côté-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté entre Brandis, d'un côté, qui est vraiment l'idée de la déconcentration, et celui de la régulation, qui n'est pas très tranché. Je ne sais pas, vous en pensez, mais c'est pas si clair que ça. Sur la discussion, sur ce que vous disiez récemment, sur les marchés d'innovation, est-ce que c'est l'autorité des autorités concurrentielles sont les mieux placées pour faire la perspective en quelque sorte industrielle et technologique? Pas plus une question de régulation expertale par une autorisation spécialisée en quelque sorte. Voilà, c'est une question ouverte, hein, c'est une question. Bon, question difficile, mais effectivement, je crois que les différentes étapes, la méthodologie du droit de la concurrence d'une manière générale, de ce droit qui s'intéresse au marché, c'est largement complexifié. Et point que les auteurs, pour en revenir au marché pertinent, certains auteurs ont carrément plaidé pour l'abandon plus récent de Oui, ça fonctionne pour le Coca-Cola, puis Cola, enfin, ça, effectivement, c'est simple. Et là, voilà, ça pose des vrais soucis. Et c'est vrai que pour une répression efficace de certains comportements, on songe, sans les caricaturer non plus, mais on songe bien évidemment aux GAFAM, aux Big Tech d'une manière générale. C'est vrai que délimiter un marché pertinent à chaque fois, regarder que si les critères du pouvoir de marché sont remplis, on parle des données effectivement, mais est-ce qu'elles sont véritablement un avantage concurrentiel absolu? Je ne crois pas. Et c'est vrai que tout ça mis bout en bout, ce sont des carcans pour les autorités pour une intervention efficace. C'est pour ça, à mon avis aussi, quand même. C'est pour ça, sans trop m'avancer, que c'est une des raisons qui préside à l'élaboration du DMN. Je vais rebondir sur ce point-là, sur les innovation markets, en étant, encore une fois, bien conservateur. Hein. La notion d'innovation market, ça arrive aux États-Unis dans les années 90. Et tu l'as bien dit, il y a le domaine du contrôle des concentrations. Et le contrôle des concentrations, c'est encore pire que le domaine des pratiques anticoncurrentielles, dans la mesure où tu l'as dit, on intervient ex ante. Et donc, il n'y a rien de plus difficile à prévoir que les futurs. C'est-à-dire, quand on fait du contrôle de concentration traditionnel, on a vu le cas pour Alstom Siemens, même TF1 M6, pour d'autres affaires, on a du mal à prédire la dynamique concurrentielle de marché à plus de 2-3 ans. Quand on est dans le domaine des innovation markets, on commence à raisonner sur les efforts de recherche et développement des firmes. Il y a un pas entre la recherche et le développement et le brevet, il y a un pas entre le brevet et l'innovation, il y a un pas entre l'innovation et la mise sur le marché efficace de celle-ci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et en fonction de l'approche que peut avoir l'autorité de concurrence sur ces innovation markets, on risque de multiplier les faux positifs ou les faux négatifs. C'est vrai que cette difficulté, elle est là. est-ce qu'on ne peut pas dire que les merchants de pour Chicago, c'est quand même relativement light en termes de seuil, et les nombres équivalents dans soumettre, autoriser ou sur des modalités. Et autres. Oui, la clinique, oui, c'est ça. Disons qu'en gros, les règles américaines, et ça peut faire écho aussi à la question des marchés pertinents, ont évolué assez sensiblement. C'est dernier, hein, en 2023. Voilà, donc tout simplement, il y avait une sorte, tu l'as bien dit quand tu parles d'approche chicagoenne, de neglect, de négligence par rapport aux concentrations verticales, disant qu'a priori, elles étaient créatrices d'efficacité, supprimant la marginalisation, ainsi de suite. Et donc, là, on était souvent dans des concentrations verticales, voire conglomérales, tu l'as cité aussi, et donc qui, a priori, ne posaient pas de problème.
Il a le contrôle des concentrations maintenant, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, même chez nous. On commence à prendre en compte, on revient au sujet, les données. C'est-à-dire, c'est tous les contentieux, Google Fitbit, Microsoft Wheezy, Microsoft Activision Blizzard, ainsi de suite, où on va, Amazon Aerobot aussi, où on va commencer à prendre en compte l'impact de la concentration sur le contrôle des données, donc leur mise en silo ou l'accessibilité des tiers par rapport à ces Vous aviez une question, tu avais une question sur les comportements et les infrastructures. Comment aujourd'hui on arrive à contrôler ces infrastructures? Est-ce qu'on a la main ou est-ce que c'est problématique? Comment notamment l'Union européenne agit sur ça? On a des instruments, j'allais dire, classiques ex post, c'est-à-dire sur le droit de la concurrence et leur facilité essentielle, Voilà. malheureusement, Oui. avec tous les problèmes de refus d'accès absolu ou relatif, c'est-à-dire on peut accéder mais à des conditions de coût ou des qualités techniques dégradées, donc on revient aux questions d'autofavoritisme, de self-preferencing qui sont derrière, mais il y a un élément qui peut plaider pour l'approche en termes de, ça fait très vieux, un certain type de filière, c'est qu'il y a aussi l'impact sur les standards. L'impact sur les standards techniques, l'impact sur les contraintes techniques qui peuvent être posées sur des stratégies multi-cloud, sur des migrations d'un cloud à l'autre, et qui va toucher, on va dire, non seulement les actifs, est-ce que nos modèles tournent ou pas sur un certain type de processeur, mais aussi sur l'engagement de formation. Et donc on a beaucoup de verrouillages qui nous échappent, bien sûr, dans une logique purement concurrentielle. Voilà, nous, je ne dirais pas qu'on est désarmés par rapport à ces questions-là, mais ce ne sont pas nos outils habituels. Traditionnels, malgré leur flexibilité, je te rejoins tout à fait. Ça rejoint en réalité cette question-là. C'est la question que j'ai posée, mais tu y as déjà un peu répondu. Est-ce que pour toi, par exemple, voilà, pour accéder à ces infrastructures au sens large et même aux données, est-ce que tu penses qu'on peut mobiliser valablement la théorie des facilités essentielles? Et comme tu viens de le dire, enfin, je précise, mais c'est très compliqué. Et en réalité, moi, c'est ce que je dis aussi dans la thèse. Je pense qu'en réalité, on se trompe peut-être de cible aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est OK, même si on parvenait à dire que les données sont des facilités essentielles, ça n'empêche que ce qui pourrait encore faire défaut, c'est justement ces questions d'interopérabilité, d'API, etc. Donc peut-être faudrait se focaliser davantage. Et les nouvelles figures qui apparaissent dans le Data Act ou surtout le Data Governance Act, ça va jouer un rôle justement sur les intermédiaires des données. On parle même d'altruisme des données. Toutes ces nouvelles figures, quel rôle elles vont jouer dans cet écosystème? C'est la parole parce que je suis illustrement incompétent sur la question. Personnellement, donc bon, c'est rentré en vigueur, mais avant qu'il y ait une application, il faudra encore un petit peu de temps. Donc moi, malheureusement, c'est vrai que sur une vision prospective, j'ai énormément. Mais comment on le situe par rapport à ta lecture, hein, il ne s'agit pas de ta lecture de ce qui est la libre concurrence. Effectivement, on voit qu'il y a un problème, il y a certains problèmes qui se posent en ce qui concerne les données, voire certaines catégories de données en particulier, et ces textes sur le principe, sont une bonne chose. Par exemple, l'altruisme des données, c'est censé permettre de justement faire naître une économie vertueuse de la donnée. Peut-être même qu'on aura enfin de véritables marchés de données où elles s'échangent, etc. Donc, sur le principe, c'est une bonne chose. Après, je demande à voir. Et en fait, c'est là où on voit. Donc, c'est une bonne chose sur le principe. Mais le risque, c'est d'arriver à un maquis réglementaire extrêmement dense. Parce que, par exemple, le Data Act, on a un petit peu d'avantage parce que c'est une coloration concurrentielle. Mais ce Data Act, en fait, à l'origine, s'il a été élaboré, si on a pris un tel texte, c'est parce qu'on s'est rendu compte que certaines données de l'après-vente, etc., pour permettre, enfin, on s'est rendu compte que certains véhicules, par exemple, qui avaient des capteurs embarqués, de fait, les détenteurs des véhicules avaient les données. En fait, on s'est rendu compte que ça posait un problème pour l'innovation, et c'est pour ça qu'on a pris un tel texte. Et le droit de la concurrence qu'on connaît classiquement a certains outils qu'on aurait pu mobiliser, mais ce n'était pas satisfaisant. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va légiférer, on va... Il y a une
contournement d'un contentieux concurrentiel qui est associé à des contraintes très fortes. Si on prend, si je reviens sur cette idée de facilité essentielle, si je reprends la jurisprudence de Brunner, ainsi de suite, il y a cette distinction entre, je caricature, hein, les essential facilities et les convenient facilities. C'est-à-dire, s'il existe une alternative, c'est-à-dire si l'accès n'est pas absolument indispensable, on ne peut pas activer la facilité essentielle. On ne peut pas dire j'active la théorie de facilité essentielle parce que c'est moins coûteux d'accéder à ces données ou ces données seraient plus pratiques pour moi. Et c'est là où on voit l'écart entre l'antitrust et la régulation. Une régulation peut être légitimement asymétrique. L'antitrust n'a pas vocation à être asymétrique. Il y a peut-être un point, Thierry, que tu as évoqué, et qui a été aussi évoqué par Vincent, qui est celui des acquisitions tueuses. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que là, on n'est pas potentiellement dans le domaine de la killer acquisition, mais de la reverse killer acquisition. Parce qu'en fin de compte, l'application d'IA générative, ça peut être un super moteur de recherche. Parce que ça augmente le moteur de recherche. Donc, le but n'est pas d'empêcher l'accès au marché d'IA générative, mais tout simplement d'intégrer cette IA générative à la place de moteur de recherche traditionnel. Et donc, ça reprend un peu l'article. Alors, c'était Christina Cafara qui avait fait ça, hein, sur les reverse killer acquisition, où on peut voir que la trajectoire d'innovation qui est interrompue par l'acte d'achat, ce n'est pas la trajectoire d'innovation de la proie, c'est celle tout simplement du prédateur. On va passer à cette nouvelle technologie-là. Et c'est pour ça que le concept d'acquisition consolidante a quand même un spectre bien plus large que l'acquisition tueuse qui, alors, il y a des conclusions de la littérature qui sont un peu partagées sur l'acquisition tueuse en économie, hein, mais c'est vrai que ça correspond très bien aux acquisitions tueuses au secteur de la pharmacie. Oui, voilà, exactement. J'achète pour éviter qu'un générique accède au marché, pour que mon prix de sales reste, ainsi de suite. C'est très, très axé sur ce business model-là. Au contraire, dans le numérique, c'est bien souvent récupérer de nouvelles enveloppements, récupérer des technologies qui sont faites ailleurs pour les intégrer dans son service. Voilà. C'est plus ce côté-là. Mais il peut y avoir. En rapport avec ça, moi j'avais une question en te disant, j'en avais deux dans ton papier. La première, c'était, donc tu parles en fait, c'est un concept que je connaissais pas. J'ai trouvé très intéressant. Donc, si tu pouvais m'en dire peut-être un peu plus de monopole intellectuel. Monopole intellectuel. Et deuxième question, donc toujours en rapport avec ton article, enfin, tu préconises certains outils pour régler les préoccupations qui peuvent se poser, pour savoir voilà, si il va y avoir consolidation ou alors est-ce que les disrupteurs seront disruptés. Et tu évoques plusieurs pistes, dont celle de permettre voilà, c'est pas le cas aujourd'hui, mais de permettre de contrôler des opérations même qui seraient non contrôlantes, minoritaires. Est-ce que tu penses véritablement que c'est une bonne... Enfin, est-ce que tu penses que c'est réalisable en termes de coûts pour les autorités, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose de... Sur le principe, c'est oui, c'est merveilleux. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'en pratique, ça peut... Je vais commencer par ta deuxième remarque. Tu mets le doigt là où est le problème. C'est-à-dire, en gros, le problème contre les concentrations sont beaucoup de ressources dans les autorités. Et au contraire, ça serait d'être le plus possible discriminant. Alors, le problème, c'est que quand on veut être le plus possible discriminant, il faut élever les seuils. Et à élever les seuils, on laisse passer un tas d'opérations. Alors, pourquoi, dans certains cas, il pourrait être utile, et alors compliqué, encore une fois, budgétairement et pratiquement, de contrôler les opérations minoritaires, c'est qu'on a des fois des prises de participation croisées qui peuvent être le support d'entente, ou parfois on peut avoir des prises de participation minoritaires qui peuvent donner lieu à un contrôle sur la société et sur sa stratégie, une influence. Et donc c'est vrai que ça va dans le sens
flexibilisation du contrôle. Mais flexibilisation du contrôle, on se heurte aux deux problèmes qu'on connaît habituellement. Il y a un premier problème qui est économique, et un deuxième qui est juridique. Économiquement, c'est la règle et la discrétion. Si j'interviens de façon discrétionnaire, je crée l'insécurité juridique et je peux être capturé. Voilà. Versus la règle qui permet de donner une visibilité ex-ante aux acteurs. Et le problème juridique, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'article 22, c'est d'avoir des extensions qui sont liées à une réinterprétation qui peuvent être remises en cause par les avocats généraux dans leur action. Je parlais tout à l'heure des actions des avocats généraux autour du principe du bien-être des consommateurs. On a la même chose sur l'article 22. Donc utile, mais voilà. À budget constant, ça ne peut être que si on a plus de discrétion, et plus de discrétion, Je comprends. ça pose un sacré problème. Après, le concept de monopole intellectuel, alors il n'est pas du tout de moi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai découvert récemment, c'est toute une littérature qui est développée par Ricard, que j'ai oublié son prénom, et par Lundvall, qui est en économie d'innovation. C'est cette idée. Oui, ça s'appelle Lundvall. C'est l'idée qu'on a des groupes qui sont structurés pour capter les connaissances, capter les innovations et les intégrer très rapidement dans leur processus productif. Alors, comment ils sont construits? C'est par des partenariats avec les universités, par des partenariats avec des fondations, et ainsi de suite, pour pouvoir faire d'une certaine façon, avoir cette plasticité-là qui permet d'intégrer l'innovation et de la transformer en produit. Et ça, c'est un des meilleurs outils pour pérenniser les positions dominantes. Parce qu'en gros, c'est quoi un monopole? Je caricature après, je vous le dis. Un monopole en économie, c'est un roi fainéant. C'est celui qui joue d'une vie paisible, d'une quiet life. Le monopole n'a aucune raison d'innover. Il va se remplacer. Donc, en innovant, d'une certaine façon, il n'extraira pas plus de bien-être que ce qu'il extrait déjà, si ce n'est sur des marchés de biens durables, pour du renouvellement, et ainsi de suite. Sauf que là, ces monopoles, je reprends une phrase absolument de sciences du management, ils ne dorment pas sur leurs deux oreilles, au contraire, ils sont blanches parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres, et ainsi de suite. Et leur seul moyen de ne pas être disruptés par leurs congénères ou par un nouvel entrant, c'est d'innover sans arrêt. On innove sans arrêt comment? En étant le plus plugué, le plus rapproché de la recherche fondamentale, de l'amont, quitte à dépenser beaucoup d'argent en veille, à faire des paris absolument perdants, rien que pour pouvoir, d'une certaine façon, intégrer cela. Donc, en gros, ça suppose de maintenir une agilité qui fait que les risques d'être disruptés sont plus faibles. En gros, ça fait écho à ce qu'on appelait le nowcasting, la prédiction du présent. C'est-à-dire cette idée sur laquelle on était capable de prédire très très rapidement les nouvelles tendances pour imiter les concurrents. Là, il y a d'imiter un concurrent qui est l'idée avant soi, c'est de précéder le concurrent. J'avais une petite question, Thierry, parce que ça a été dit tout à l'heure, sur la question du partage, parce qu'on parle de monopole, mais du partage. Qu'est-ce que vous pensez des mécanismes d'incitation au partage? Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que sur les différents textes à devenir, ou est-ce que déclaration, mais qui ne va pas nécessairement s'accompagner de faits? Alors, le partage, il est nécessaire, hein, parce que s'il n'y a pas de partage, il y a barrière à l'entrée, et s'il y a barrière à l'entrée, il y a risque d'appropriation, s'il y a risque d'appropriation, il y a même risque à terme sur l'innovation. Si on est absolument dans une position qui est non contestable, on peut verrouiller à tout jamais. Mais par contre, le partage, il y a peut-être deux écueils à prendre en compte. Le premier, c'est la question du format de données. Et donc, quel est le standard, quels sont et on revient dans l'histoire de conformité. Conformité n'est pas symétrique à tous les acteurs. Ça peut être une barrière à l'entrée. Si je suis ça sur un marché,
j'ai intérêt à être régulier. Et plus la régulation est stricte, plus les nouveaux entrants ont du mal à s'y conformer, et donc plus je serai protégé. Donc il y a cette question du standard, qui est une question du standard technique, lequel on choisit. Et en choisissant un standard plutôt qu'un autre, on peut avantager un acteur au détriment d'un autre. Et le deuxième problème du partage, et là je vais redevenir absolument concurrentialiste, pas que je sois concurrentialiste au carré pour surenchérir, c'est que partage, moi, quand des concurrents partagent des données, ils sont pas. Si j'entraîne mon algorithme sur les mêmes données, ben, il est possible que les algorithmes nous fassent les mêmes prédictions. Si on a des données de rétroaction qui sont fournies très très régulièrement, on peut très bien avoir une convergence algorithmique. Et donc là, on peut se dire soit scénario le plus techno qui soit. On se dit, ben voilà, des algorithmes d'apprentissage autonome qui font des prédictions, s'ils ont les mêmes données d'entraînement, les mêmes données observées, vont converger encore plus vite. Ça, c'est la version la plus technique. La version la plus old school, c'est dire tout simplement, ben, ce lac de données qu'on partage, ben, ça permet de faire une collision à l'étoile, de la Spock, tout simplement. Et donc voilà, le partage peut être aussi un moyen pour un grand opérateur aussi, un oligopole, hein, de consolider les positions existantes. Mais à côté de ça, s'il n'y a pas partage, il n'y a pas d'entrée sur le marché. Et si on revient au vieux truc, données EDF, Engie et compagnie, c'était un moyen pour permettre aux nouveaux entrants d'accéder effectivement et efficacement au marché. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point, effectivement, dans le cadre du partage, que j'évoque aussi dans ma thèse, il est question du droit des ententes. Et c'est ça, effectivement, c'est une nouvelle difficulté à surmonter. Si on veut que le droit de la concurrence soit véritablement un outil de partage, il faudrait que le droit des ententes, notamment, relâche un petit peu son emprise, parce que son but, voilà, c'est de sanctionner dès qu'un accord est un petit peu tendancieux sur l'effet qu'il peut avoir sur le marché. La réaction, c'est de réprimer ces accords. Alors que pourtant, ces accords de partage de données, ces lacs de données peuvent avoir des effets bénéfiques pour le marché, pour les consommateurs, mais la tendance est plutôt à une réaction, à une sanction. Et c'est ce que je dis dans la thèse, même s'il y a certains aspects bénéfiques qui sont indéniables, ce qu'il faudrait, c'est véritablement revoir peut-être la philosophie de ce droit à ce niveau-là, mais ça me semble très compliqué et c'est pourquoi je pense que d'autres outils, tels que les textes qui viennent d'être adoptés au niveau des incitations, sont mieux outillés pour faire ce travail que le droit classique de la concurrence. Et de toute façon, le 101 alinéa 3 permet certaines façons, une certaine flexibilité. Bien sûr. Bien sûr. Je pourrais de faire le lien avec ça open source. On sait, c'est que dès que certaines tech font paraître une image de participation à l'open source en communiquant les codes sur les données. Ça sert à rien. Mais est-ce que le phénomène de manipulation stratégique des données partagées, est-ce que ça peut être engagé de quel type? Je fournis aux nouveaux entrants des données massives, de mauvaise qualité, et je conserve dans mes données calibrées pour orienter sur des trajectoires très compliquées de modèles d'apprentissage sur des données de qualité envisagées sur le. Je crois que cette question des données qui pouvaient être échangées entre entreprises a été notamment débattue par le CERF, avec notamment au niveau économique, est-ce qu'on pouvait aller jusqu'à réclamer les données travaillées voilà. Alors,
il me semble que cette question a été débattue dans le cadre de ces rapports. Mais je crois dans ton article que tu citais à un moment, Nicolas, avec les remèdes radicaux. Oui, l'article avec Michel Gall. Voilà. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus Alors, sur ouais. piste de remèdes? Oui, éventuellement. Alors, sur les données, je vais complémenter aussi ta réponse. Il y a le problème des données qui ont été retravaillées, c'est-à-dire en gros, ce n'est pas de la donnée brute, elles ont fait l'objet d'une curation, et ainsi de suite. Et après, il y a aussi des données qui sont observées dans l'écosystème par rapport au comportement des acteurs sur l'écosystème, et ainsi de suite. Est-ce que je peux partager cela? Est-ce que vous aurez une incitation à le faire par la suite? Voilà, c'est ça. Donc là aussi, il n'y a pas que la donnée brute collectée, il y a la donnée déduite, la donnée observée, et ainsi de suite. Et où on met le curseur? Et après, oui, sur les. Je cite l'article, alors c'est Berkeley. C'est un article de Michel Gall et de Nicolas Petit en 2021, quelque chose comme ça, où il parle de restorative radical remedies. C'est l'idée, d'une certaine façon, comment restaurer la condition de la concurrence quand une pratique anticoncurrentielle a été commise. Alors, eux, ils vont jusqu'au subventionnement, jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'algorithme un certain temps, mais même sans aller dans ces remèdes radicaux tels que décrivent Michel et Nicolas, la FTC, à plusieurs reprises, lorsque des algorithmes avaient été entraînés sur des données extraites de façon indue sur des consommateurs, ainsi de suite, sont allés jusqu'à prescrire la destruction de l'algorithme. C'est-à-dire, si un algorithme a été entraîné sur des données illégitimement acquises, cet algorithme-là doit être supprimé et revenir à la version d'avant la collecte des données. Voilà, donc ça peut être un remède, mais en gros, on n'a pas le dégorgement des profits liés aux algorithmes indus, mais on ramène le leader au point de départ. Et ça pose un problème sur un terme. Parce que là, vous avez une perte d'efficacité. Voilà, je veux dire, on a ce problème d'efficacité totale, mais le restorative radical remedies de Gall et Petit, il y a ce même problème d'efficacité, bien sûr. On peut laisser un petit peu de temps. Je ne sais pas si les personnes qui sont en distanciel souhaitent poser des questions. Si c'est le cas, vous pouvez vous manifester et on vous donnera la parole ou par le chat, comme vous le souhaitez. Si des questions ou des remarques, d'ailleurs. Bon, ni questions ni remarques. Si, moi, je vais me permettre d'intervenir puisque j'ai été la perturbatrice de tout à l'heure avec mon clavier. Et donc, encore toutes mes excuses. Ça n'était que, en plus, ce n'était que la marque de mon intérêt parce que je prenais des notes sur ce que disait Frédéric. On n'en doutait pas. Donc, désolée. Et donc, je voulais juste demander peut-être à Vincent. C'était très intéressant, mais je voulais demander à Vincent, puisqu'effectivement dans son intervention, il a écarté effectivement, enfin il a dit que l'abus d'exploitation était sans doute pas très approprié. Est-ce que à l'abus de dépendance économique qu'a évoqué Frédéric serait d'après lui une meilleure piste? Alors, merci pour votre question. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais dans la thèse, j'évoque cette piste de l'abus de dépendance économique. Et effectivement, ça pourrait être un instrument intéressant dans la mesure notamment où, en mobilisant cette notion-là, nous n'avons pas à définir un quelconque marché. Donc, ça se passe dans la relation entre deux entreprises. Donc, c'est un facteur, c'est un critère qui peut être intéressant pour cela. Néanmoins, j'y vois plusieurs problématiques et notamment au niveau européen, on ne dispose pas d'un tel abus de dépendance économique. Donc, ça peut être une difficulté en la matière. Alors après, c'est vrai que cet abus de dépendance, il est plutôt bien, je trouve plutôt bien adapté aux
données, parce que l'abus de dépendance économique, si je caricature un petit peu, on ne sait pas trop si c'est du contrat ou de la concurrence. On a un peu les deux relations contractuelles et concurrentielles. Et on voit tout à fait, par exemple, dans le contentieux Amazon de 2020, qui s'est conclu par des engagements, que Amazon, tout en étant une place de marché, était aussi, donc avait des liens contractuels avec des vendeurs indépendants, avait aussi une relation concurrentielle avec ces mêmes vendeurs, les concurrencer pour vendre ses propres produits. Et dans ce cadre-là, dans cette hypothèse-là, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors après, bon, il y a d'autres problèmes qui se posent avec cette notion, mais ça pourrait être un début de piste à explorer, pourquoi pas. Peut-être pour rebondir sur ce domaine-là, le règlement de 2019, le 1950-2019, sur les plateformes to business, c'était sur la transparence et l'équité des relations entre les plateformes d'intermédiation et les entreprises utilisatrices de leurs services. Sur des biens où il est à la fois un peu en droit de la concurrence, par certains égards, dès lors que la plateforme a un rôle dual, et dans la relation verticale. On a les deux. C'est vrai. Y a-t-il d'autres questions? Je repose mon micro. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot de la fin particulier sur le séminaire. Thierry? Alors, ce sera fait. On va poursuivre les débats. Donc, comme je l'ai dit, montrer un autre probable débat aura lieu le 13 mai, mais on reviendra vers vous et on communiquera sur le prochain séminaire sur les données. Je remercie les intervenants, discutants de leur participation, d'avoir accepté aussi spontanément de se plier à ces règles du jeu. Je remercie les personnes à distance d'avoir écouté, d'avoir posé des questions et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.